Il y a un avion qui passe. Waouh, on l'entend là, je crois. Ok, c'est bon l'avion là? Allez. Bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir comme de coutume sur les films, séries et autres documentaires que j'ai pu voir le mois dernier. C'est l'occasion, comme d'habitude pour vous, d'avoir des recommandations, des pistes d'analyse sur tout ça. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je ne saurais que vous recommander de vous abonner et de vous laisser un petit commentaire si ça vous intéresse, puisque je fais ça tous les mois au minimum, mais il y a aussi plein d'autres choses sur ma chaîne. Et donc sans plus tarder, le premier film. Le tout premier film que j'ai été voir en salle durant cette année 2026, c'est 28 ans plus tard 2, Le Temple des Morts. Un peu compliqué à situer ce film-là puisque c'est le 4e film de la saga des 28 ans et en même temps, enfin la saga des 28, et en même temps c'est juste la suite de ce nouveau cycle dans cette saga qui avait été entamée par 28 ans plus tard, il y a à peu près 6 mois de cela. Et donc ça reprend tout le lore, tous les personnages qu'on a pu voir dans le premier 28 ans, qui donc racontait comment 28 ans après une épidémie zombiesque, une micro-société s'est formée au milieu de l'île britannique. Et c'était avec plein de trucs un peu complexes et un peu fourre-tout et un peu pas tout à fait expliqués déjà dans le premier film. Mais là, on suit un des personnages qu'on avait croisé durant cette aventure, qui est le docteur Maboul, je sais même plus comment il s'appelle, qui est interprété par Ralph Fiennes. Je dis ça, mais en même temps, on suit aussi la petite découverte qu'il y avait à la fin du film et qui était un peu enthousiasmante, qui était ce groupe de personnages tout blonds, un peu bizarres, qui se baladaient sans défense en quelque sorte au milieu de ce territoire rempli de zombies et qui avait l'air de psychopathe complet. Donc déjà c'est un peu compliqué à résumer comme ça. Est-ce que c'est un film qu'on peut regarder décorrélé de tout le reste? Je crois que oui, mais ça risque d'être un peu bizarre, puisque on suit les timelines comme une espèce d'épisode entre deux, de plusieurs personnages, de plusieurs histoires qui ont été déjà un petit peu débutées dans l'autre, mais pas tellement non plus. Bref, on voit déjà que c'est un petit peu bâtard comme film, et c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, même si j'ai pris beaucoup plus de plaisir finalement que le 28 ans plus tard précédent. Peut-être parce que les attentes étaient moins élevées, je sais pas vraiment si j'avais des attentes justement par le 28 ans plus tard, mais le film en lui-même, comment il était conçu, avait quelque chose qui ressemblait à attention, je suis en train de faire un truc, alors que au fond c'était pas si grandiose que ça. Celui-ci recolle avec, pour moi, une saveur un peu de film d'exploitation. C'est-à-dire que je trouve que ce 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, ressemble beaucoup plus à un film qu'on pourrait trouver en festival de films d'horreur ou... Bon, c'est un peu l'expression qu'il y a, mais en location, un film un peu qu'on trouvait chez les loueurs à l'époque. Parce que dedans est un peu travaillé des codes qu'on a vus dans plein d'autres films d'horreur et qui font plaisir à revoir ici et qui font même rire. Il y a un côté beaucoup plus comique dans ce Temple des Morts, sûrement dû à ce personnage du docteur, comment il s'appelle, Dr. Kelson, où Ralph Fiennes joue complètement de manière outrée tout et il est un peu over the top et il y en a à qui ça plaît comme moi et il y en a d'autres à qui bon ça les énerve un peu. Si on considère que c'est un produit un petit peu de bas de gamme en fait, ce Temple des Morts, franchement, on prend le plaisir là où il est. Et la relation qu'il tisse avec ce zombie, ce mâle alpha à la grosse beuteux, parce que c'est ça quand même, les images qu'on te propose dans ce film, c'est des choses qui sont pas subtiles du tout, me font rire, me font penser à une espèce d'épisode des Simpsons, c'est un peu bizarre, on va dire. Et franchement, j'ai bien rigolé et j'ai pas vu le temps trop passer devant ce film. Petite déception quand même sur cette armée de psychopathes qui finalement ne font pas des choses plus folles que ça. C'est un peu attendu finalement ce qui se passe. Il y a du torture porn, il y a des exécutions un peu sommaires, mais pas un truc un peu, on va dire, original dans ce lore-là des films d'horreur de festival en quelque sorte. Donc voilà, ce que j'ai apprécié en tout cas dans cette suite, c'est que ça se considère beaucoup plus comme un petit film de série B, même si c'est un gros budget et que ça se voit un petit peu. C'est un peu moins genre, je vais vous faire un truc qui va casser les codes comme celui qui était avant, alors qu'au fond, c'était con comme la lune. Après, j'en ai déjà parlé, mais ma take sur Alex Garland, c'est que pareil, il est vu comme un espèce de grand auteur, et lui-même, je pense, se considère un peu comme ça, alors que c'est un gros boomer avec des gros sabots qui fait des films qui sont pas tant subtils que ça, qui sont pas tant essentiels dans la compréhension du monde comme il voudrait qu'ils soient. Mais dans le cas de ce film-là, je trouve que ça passe très bien. Il y a un peu moins, on va dire, de leçons sur la vie qui sont assénées comme ça à la gueule du spectateur, qui moi ont tendance à vraiment
m'énerver, pour être gentil. Et ça c'est dû je pense à la mise en scène de... comment elle s'appelle ? Que je connaissais pas du tout, de Nia DaCosta, dont le cinéma je ne connaissais pas du tout, parce que je suis pas quelqu'un qui suit les Marvel et compagnie, j'ai même pas vu son remake de Candyman, parce que je n'ai pas vu Candyman, ça fait partie de mes lacunes cinématographiques en termes d'horreur. Je trouve qu'on lui a cassé un peu trop de sucre sur le dos par rapport à sa mise en scène, alors que c'est quelque chose qui m'a tenu quand même tout le long dans ce film, qui est pas subtil pour un clou, donc la mise en scène est très symbolique, et ça me faisait un peu plaisir de suivre le parcours symbolique qu'elle m'a mis un peu sur le chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré que ça ressemble à une mise en scène assez classique, quand même, il y a peu de plans qui sont inutiles dans ce film-là. Ils sont souvent très, symboliques, très métaphoriques en quelque sorte. Une ombre, un élément de décor va expliquer l'état psychique du personnage ou alors la situation qui est en train de se dérouler. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est assez peu trouvable dans ce cinéma de genre actuellement qui sort en salle que ça faisait quand même plaisir à voir quelque chose qui était un peu noble en fait en termes de mise en scène. En fait voilà, bilan de tout ça, c'est que j'ai pris un plaisir comme on prend un plaisir devant un petit film Grindhouse en quelque sorte, malgré un scénario à tiroir quand même qui est un peu alambiqué pour rien, toujours pareil, mais ça c'est les défauts d'Alex Garland, mais finalement je prendrais plus de plaisir à revoir éventuellement celui-ci que le premier 28 ans plus tard qui était vraiment beaucoup trop fourni en trucs inutiles en quelque sorte. Donc voilà, moi je fais partie de ceux qui ont pris un peu de plaisir, mais c'est pas non plus, et c'est vraiment juste un petit film comme ça à voir pour passer le temps un peu. Et ne parlons même pas du cliffhanger final, où ça donne pas très envie de voir la suite, on ne sait pas trop où ça va aller encore une fois quoi, ça a l'air un peu mou du genou. Are you Old Nick? Old Nick? You mean Satan? Yes. Et pour rester dans le domaine de l'horreur, du fantastique, mais aussi de la déception, j'ai vu durant le mois de janvier le retour à Silent Hill de Christophe Gans. Je l'ai vu en avant-première, il y a eu toute une série d'avant-premières en France avec la présence de Christophe Gans, et c'était le cas ici aussi, qui, comme son nom l'indique, est une suite à Silent Hill, à la saga Silent Hill au cinéma. Alors pas une suite narrative, mais en tout cas un nouveau film dans cette saga des Silent Hill, qui reprend le réalisateur du premier film, qui est maintenant un peu plébiscité comme un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo, et qui est une adaptation directe de Silent Hill 2, potentiellement le meilleur jeu de la saga. En tout cas celui qui touche ma génération, puisque ça a été quand même un gros choc quand ce jeu est sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Et donc je vais pas aller par quatre chemins, c'est très mauvais, c'est complètement raté, et ça, je m'en suis rendu compte à titre personnel, et je pense que ça fait un peu le même choc pour tout le monde, dès la première scène. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en termes esthétiques, mais aussi en termes de jeu d'acteur, et même de ce que l'on nous raconte dans l'histoire, qui est vraiment raté. Il y a vraiment un truc où tout sonne faux. Même si plus tard dans le film est raccordé pourquoi c'est si artificiel au début, n'empêche que le hook, ce qui doit nous hameçonner en fait au début d'un film d'exploitation comme ça, qui doit être une espèce de train fantôme en quelque sorte, ça marche pas du tout, c'est très daté en fait. Là c'est un peu cringe en fait comme début, entre la musique, entre la lumière, le jeu d'acteur, les costumes, les perruques, enfin je dis les perruques parce que la manière dont ils sont coiffés, c'est pareil, on a l'impression de voir un film d'exploitation fait pour la vidéo au début des années 2000 en quelque sorte. Donc avec ce début catastrophique, très dur de s'attacher sur ce qui pourrait être un peu sympa dans le film par la suite, qui malheureusement est aussi assez mal foutu dans le sens où on voit l'adaptation de jeux vidéo, on voit le oh là il trouve la radio, oh là il va trouver la carte, il va trouver le machin, là il y a le PNJ qui va sortir. C'est un peu compliqué quand même de se retrouver devant un film qui grossièrement souligne les mécaniques aussi du jeu vidéo et qui n'arrive pas vraiment à l'adapter pour le cinéma, ce qui avait été quand même la grande force de Gans pour le premier film, soi-disant, même si moi je me souviens que c'était pas ça qui m'avait plu dans le premier film, c'est même un truc qui était aussi un peu trop surligné. Là il y a une espèce de, bizarrement, de déférence beaucoup plus grosse que le premier Silent Hill, il a du mal à un petit peu le trahir en fait, ce jeu-là, même si il y appose son interprétation en explicitant ce que lui apparemment a compris du jeu, qui était beaucoup plus abstrait, qui était beaucoup plus lynchien en quelque sorte. Là, je veux pas vous spoiler, mais c'est quand même dit littéralement ce qui se passe, pourquoi cet univers il est comme ci, comme ça.
Et ça, c'est un peu problématique aussi parce que on se sent un peu trop pris par la main pour les interprétations de cet univers-là qui était justement la force de cette saga Silent Hill, c'est de se retrouver devant des représentations qui échappent en fait à la rationalité de chacun et où on va trouver chacun sa logique dedans alors que c'est absolument absurde ce que l'on voit. Donc je sais pas qu'est-ce qui a poussé à absolument expliciter la compréhension de tout ça. Et donc j'en viens au fait qu'il y avait Christophe Gans à la fin de la séance de ce film qui était vraiment cringe. C'était très compliqué, je pense, pour une grande partie de la salle d'applaudir, ne serait-ce qu'à la fin, parce que bon, t'applaudis parce que la personne est là, mais le film était vraiment un peu infernal, quoi, un peu nul. Il a quand même joué le jeu, il s'est pas dévoyé, il a voulu répondre à toutes les questions, même si la première question était quand même une question tout de suite un peu incisive en disant il y a des problèmes dans les effets spéciaux, qu'est-ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on a pu avoir un petit peu les explications. Mais ensuite tout ce qu'il a raconté par rapport à son processus, par rapport à ce film là, m'a bien confirmé quelque chose que j'ai ressenti durant le film, à savoir qu'il y avait quand même une âme derrière. Moi, tout le long du film, j'ai voulu me raccrocher à quelque chose pour essayer de quand même ne pas me barrer de la salle. C'est quand même ça qui s'est passé. Et ce dont je me suis rapproché, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire Silent Hill pour Christophe Gans ? Qu'est-ce que ça veut dire ce film dans la filmographie de Christophe Gans ? Qu'est-ce que travaille comme thème Christophe Gans finalement dans tous ses films ? Eh bien, il y a un truc qui est quand même assez évident, c'est qu'il a un rapport romantique et nostalgique à son médium. C'est d'abord un critique, c'est d'abord un cinéphile passionné, passionnant. Et quand lui, il fait des films, il fait des déférences à beaucoup de cinéastes. Et en effet, dans ce Silent Hill, comme il y avait dans le premier aussi, j'ai vu une relation directe avec Lucio Fulci, par exemple. Et qui n'est pas forcément évident, parce qu'il fait souvent référence à Argento et à Mario Bava. Là, il y a quelque chose de très Fulci. Donc, un truc qui est un peu moins noble que les deux autres que je viens de citer. Quelque chose qui est plus proche du caniveau, un petit peu, et donc qui sent un peu le soufre. Donc voilà, tout ce qui est en surface, en fait 90% du film c'est quand même un gros ratage, mais il y a quand même un petit truc derrière qui peut-être à l'avenir fera de ce film un petit truc précieux, je sais pas. En tout cas ça a été un peu compliqué, ça a été un peu compliqué comme séance. Maintenant, je vais vous parler de films qui sont sortis en fait le 31 décembre ou alors en tout cas toute fin de l'année 2025 et que j'ai rattrapé au mois de janvier, enfin qui étaient encore en salle au mois de janvier et que donc du coup je me suis empressé d'aller voir. Empressé est peut-être pas tout à fait le mot puisque le premier film dont je vais vous parler, c'est un documentaire que j'avais vu passer dans les programmations qui m'intéressait un petit peu mais pas assez pour me dire allez, il faut absolument que j'aille voir ça. C'est l'histoire de la Bonne Vallée, réalisé par José Luis Guérin, dont je connais pas du tout le travail. C'est le premier film que je vois de cette personne qui apparemment alterne entre documentaire et fiction. Film que j'ai été voir par pure recommandation, puisque c'est Tonton Bégodeau qui en a fait le film, son film préféré de l'année. Ça m'a titillé parce que j'avais déjà vu que c'était un truc qui pouvait m'intéresser. Là. Tonton Bégodeau dit que c'est de la bonne cam, eh bien on va aller voir. Même si parfois il peut vraiment complètement se planter, le pauvre. Mais là, il s'avère que, en effet, c'est assez extraordinaire. Ça faisait déjà très longtemps que j'avais pas vu un documentaire en salle, en vérité. Je m'en suis rendu compte au moment où j'étais dans la salle en train de regarder ce film-là. Parce que à chaque fois, je trouve que l'expérience de certains documentaires est meilleure chez moi. Je sais pas pourquoi. Le partager avec plein de gens me paraît un peu bizarre parce qu'il y a des réactions qui se font devant l'écran. Et justement, dans ce film-là, c'est très important ce truc-là. Alors, histoire, avec un S, de la Bonne Vallée, ça raconte, comme son nom l'indique, les histoires d'un quartier qui est en dehors de Barcelone et qui est dans la banlieue barcelonaise, quartier, région, zone très particulière puisque c'est une zone un peu délaissée par la grande ville qui s'est construite un peu d'elle-même, d'une société de mélange entre les gitans, les réfugiés et aussi la pauvreté, les gens qui ne peuvent plus vivre dans la grande ville et qui doivent se mettre là, et qui s'organise autour d'un petit cours d'eau notamment qui alimentait il y a très longtemps la ville de Barcelone et qui ensuite par les effets de la
modernisation, de tout, a été laissé aussi pour compte, alors que en fait c'est une des eaux les plus pures qu'on peut trouver dans le coin. Et donc pour s'intéresser à cette zone très particulière, avec une histoire particulière et avec des histoires particulières, José Luis Guérin présente son film dès le générique comme un work in progress, c'est-à-dire qu'il n'a pas écrit réalisé par, c'est work in progress de José Luis Guérin. Et c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on suit en même temps qu'on regarde le documentaire la façon dont il l'a construit. Donc au départ, on voit des images d'archives, ou alors des simili-archives. Ensuite, on sort de Barcelone pour aller dans le quartier. Là, il fait une petite annonce pour avoir des participants à son documentaire. Et là, on voit toutes les petites tapes, toutes les petites interviews qui sont faites durant cette phase-là. Et ensuite, on va popper d'histoire en histoire avec les gens qui vont se révéler petit à petit, comme c'est dans la réalité où tu commences à vivre dans l'endroit et les gens commencent à être un peu moins farouches et à te raconter leurs histoires. Donc déjà, ce truc très organique qu'il y a dans ce documentaire m'a vraiment touché, parce que là, on n'est pas dans un truc qui est faux. On est dans un truc qui est vraiment la réalité même de celui qui construit ce documentaire, et je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'en plus d'être un film qui va parler de sociologie, d'urbanisme, mais aussi d'histoire, avec un grand H, on est aussi dans un documentaire sur qu'est-ce que c'est que de faire un documentaire sur des gens aujourd'hui. Et donc ça fait participer les spectateurs autant que ça fait participer les acteurs, les gens qui sont dans le film, qui sont montrés dans le film. Et là c'est bouleversant parce qu'on passe d'une vie à une autre. Et parfois, on croise des gens comme dans la vraie vie, qu'on voit de loin et qu'on stigmatise un peu, puis tout d'un coup, quand ils commencent à offrir un peu qu'est-ce que c'est leur histoire, on comprend mieux quelles sont leurs existences et quelle est leur histoire intime, au point où on se retrouve avec des rites aussi. Il y a un truc un peu anthropologique aussi dans ce film-là, où des moments de chant, des moments de recueillement aussi, où tout d'un coup, en tant que spectateur, comme il nous a laissé le temps d'appréhender toute cette population et tout ce lieu-là, eh bien on se sent concerné et donc du coup bouleversé, comme si on faisait partie de la famille en quelque sorte. Donc voilà, c'est assez grandiose, c'est vrai que c'est un des documentaires les plus forts que j'ai pu voir ces dernières années. Il y a un travail sur la photographie, sur les compositions de plans où je ne comprends pas parfois comment il a pu réaliser ça. Donc voilà, si vous le voyez passer quelque part, franchement ça vaut le coup, c'est un peu long, il faut laisser le temps au film de s'imprégner en vous, mais franchement, c'est une expérience d'humanité comme seul le cinéma peut vraiment offrir, et le documentaire en particulier. Donc merci tonton Bégodeau, bonne reco. On va rester sur le volet documentaire et je vais vous parler de deux petits documentaires concernant la musique. Je vais essayer d'être assez rapide dessus, puisque j'ai vu, et c'est encore disponible sur France Télévisions, donc peut-être aussi sur YouTube je crois, un documentaire petit d'une heure à peu près sur Philippe Catherine, qui s'appelle Théo Philippe Catherine, qui est réalisé par Gaëtan Châtaignier, qui est un proche de Philippe Catherine, qui est visible dans plusieurs de ses clips et qui est le réalisateur de beaucoup de ses clips, mais aussi musicien à côté de lui sur scène pour divers tournées. Documentaire assez cool parce que ça brasse toute l'histoire en fait de la carrière de Philippe Catherine, et ça je m'y attendais pas parce que je m'attendais plus à une espèce de portrait intime de copain et tout, mais en fait il y a vraiment la logique historique de sa carrière, donc c'est assez intéressant de voir d'où il vient, par quelle étape il est passé et quelles sont en fait les étapes artistiques aussi qui amènent à aujourd'hui le Philippe Catherine qu'on connaît. Mais voilà, c'est saupoudré un petit peu de petites choses intimes et des petites choses qui permettent de mieux comprendre sa personnalité et qui est un peu aux antipodes de ce que l'on pourrait penser justement. Donc voilà, un documentaire télévisuel qui sort un peu des clous comme l'artiste en question Philippe Catherine, et qui était très agréable à suivre si on veut en savoir un peu plus sur cet humain bizarre. Autre humain un petit peu bizarre, donc ça c'est le deuxième documentaire que j'ai vu qui était là sur Arte et qui est aussi disponible du coup sur YouTube, c'est un documentaire sur Chuck Berry. Chuck Berry c'est celui qui a fait Johnny B. Good, qui a fait A Roll Over Beethoven,
tous ces classiques du rock'n'roll des premiers temps, qui est aussi celui qui danse avec sa guitare, comme fait Marty McFly dans Retour vers le futur. Je parle aux gens qui, du coup, suivent le cinéma plus que la musique. Documentaire beaucoup plus classique, avec des talking heads, c'est-à-dire il y a interviewé des proches de Chuck Berry, que ce soit ses enfants ou la femme de l'époque, ou alors des gens complètement improbables comme le bassiste de Kiss. Franchement, ce mec est un peu insupportable quand tu le regardes dans le documentaire, j'ai trouvé qu'il était pas agréable. Qui revient donc sur la carrière de Chuck Berry de manière très classique, pas à pas, qui permet quand même, moi c'est pour ça que je l'ai regardé un peu jusqu'au bout, de savoir quelques petites choses sur qu'est-ce que c'est que d'être tout simplement un Afro-Américain qui fait du rock'n'roll fin des années 50. Toutes les bavures qu'il a pu avoir, ce Chuck Berry, c'est quand même assez incroyable de se dire que donc ce mec qui est quand même si ce n'est même l'inventeur du rock'n'roll, parce que pour moi, il n'y en a pas 36 et lui, c'est vraiment celui qui a inventé ça, que ce soit dans l'attitude ou que ce soit dans le son, ou que ce soit même dans la composition des morceaux, comment il s'est fait bouler plein de fois, qu'il a été en prison plein de fois, parce que juste il était black, quoi. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais il y a aussi des choses assez bizarres, comme quoi il avait voulu faire une espèce de... pas de parc d'attractions, mais d'endroits où il y aurait eu de la fête foraine, où il y aurait eu des concerts et tout ça. Ça pourrait faire un documentaire entier, et je ne connaissais pas avant d'avoir vu ce documentaire. On revient pas trop sur un peu le caractère à la con qu'il avait, parce que apparemment c'était quand même un sacré personnage, ce Chuck Berry, mais quand même c'est nommé dedans. Donc voilà, un petit documentaire pas très incroyable en termes esthétiques, mais quand même assez bon en termes de retour sur les choses. Qui voilà, si vous aimez le rock'n'roll, si vous aimez Chuck Berry, est quand même assez intéressant et puis disponible donc sur YouTube. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu. Moi je vous dis tout ce que j'ai vu. J'ai cherché l'origine du fameux Duck Walk de Chuck Berry. J'ai fini par comprendre que ça venait d'un film, La soupe au canard avec les Marx Brothers. Harpo et Groucho s'imitent l'un l'autre, et au milieu de la scène, Groucho fait comme ça. Je suis sûr que ça vient de là. Et là, je vais vous parler d'une série que j'ai rattrapée en quelque sorte, qui a été la série événement de l'année dernière et qui est maintenant dans sa saison 2, qui est en train de diffuser en ce moment. C'est The Pit, série hospitalière qui se passe à Pittsburgh, dans les urgences de Pittsburgh, et qui, quand je vous dis ça, vous pensez à urgence tout court, pour les plus vieux d'entre vous. Et donc là justement il y a le même acteur, Noah Wyle, qui fait le personnage principal en quelque sorte de The Pit. Série qui a été donc plébiscitée par plein de prix à droite et à gauche, et en effet c'est une super série que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, même si c'est un peu dur, puisque le principe de The Pit c'est de suivre les urgences heure par heure, c'est-à-dire qu'on commence avec la prise en fonction de l'équipe de nuit, qui est donc chapeauté par ce personnage de Noah Wyle, et on va suivre heure par heure ce qui se passe, avec tout plein de rebondissements, en découvrant tous les personnages qui constituent cette équipe, les internes, les infirmières, et tout ça, et au milieu de ça avec des cas d'urgence qui peuvent arriver comme ça. Et la série a ce truc entraînant que donc du coup, un peu comme dans 24 heures chrono, on suit chaque heure, et vraiment il n'y a pas de récap au début des épisodes. Vraiment il y a ce truc de binge-watching qui se formule un peu comme ça chez nous quand on regarde cette série, où on veut regarder la suite, et parce qu'on est dans l'adrénaline aussi des urgences. Car, petit miracle de cette série, c'est d'avoir retrouvé l'essence des séries hospitalières, qui est quand même un genre à part entière, où il y a eu plein de variations au fur et à mesure des années, mais qui là retrouve le truc de base de dire pourquoi on aime bien cette arène des urgences ou de l'hôpital, c'est que ça permet de brasser toute la société. Et cela avec un soupçon d'action, de film d'action total, en tout cas de film de tension, de suspense. Et là, c'est assez magique comment s'organise l'écriture de chacun des personnages, comment toutes les histoires s'enchevêtrent, avec au milieu de ça des urgences, tout simplement, des choses qui sont sous tension, qu'il faut absolument résoudre avant telle heure et machin. Rajouter à ça un réalisme beaucoup plus présent que les dernières séries qu'il y avait pu avoir de ce côté-là, et d'ailleurs, âme sensible, attention, c'est assez gore, c'est très gore, The Pit, mais très réaliste, parfois un peu trop réaliste, parce que j'emploierais même le mot hyper réalisme, tant c'est vraiment une nuit de merde qui passe, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent
Je vais pas spoiler, mais il y a même un gros truc qui se passe vers la fin de la saison où tu dis bon, c'était déjà assez dur à gérer pour le spectateur et là il faut gérer en plus ce truc-là. Mais voilà, c'est des prétextes en quelque sorte assez subtilement, bon, des fois c'est pas très subtil, hein, mais la plupart du temps assez subtilement mis dans le scénario et dans l'écriture pour aborder des sujets de société très brûlants et ça c'est hyper galvanisant aussi de retrouver une série qui est en accord avec l'époque, mais même pas avec le maintenant, quoi, vraiment avec le moment présent, puisqu'il est abordé vraiment tout ce qui turlupine les États-Unis, mais le monde entier, en tout cas le monde occidental, en termes même de social et même de santé publique, mais pas que, vraiment est abordé beaucoup de choses. Et ça fait plaisir de retrouver donc ce côté-là qu'il y avait dans Urgence justement au départ. Parfois c'est un peu trop gros, mais il y a assez de personnages et de storyline qui fait que même quand c'est trop gros, quand c'est trop empoulé, en fait on passe le truc et on se dit ok, ça c'est bien vu. Donc voilà, moi ce que je trouve assez incroyable, c'est d'avoir retrouvé donc justement cette maestria d'écriture qu'il y avait pu avoir dans Urgence, mais aussi de mise en scène où on peut passer d'un personnage à un autre de manière très fluide avec des dialogues qui s'enchevêtrent, où on comprend chacune des personnalités alors qu'on est dans l'action justement. Non, franchement The Pitt, si vous n'avez pas trop de problèmes avec le gore et avec le milieu médical pour de vrai, pas le milieu médical fantasmé, c'est indispensable, c'est génialissime, vraiment, tentez le coup, c'est addictif, t'es accro direct et on va recommencer la saison 2 certainement, même si on a laissé un petit peu de temps pour faire tomber tout le traumatisme qu'il peut y avoir dans cette série, parce qu'on en voit des cadavres et du sang et des plaies ouvertes, fractures ouvertes et tout ça. Donc on a laissé un peu de temps avant de recommencer la saison 2, mais c'est addictif de fou. The Pitt, vraiment, il a mérité tous ses prix. With it, and now we go on biking trips. J'ai revu un des films que j'avais préféré de l'année dernière, qui est dans mon top, hein, si on doit faire un top, qui est L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Il est en ce moment disponible sur OCS, je crois bien, qui a été la raison de pourquoi je l'ai revu. Et le fait de le revoir m'a permis de l'évaluer encore plus haut, tant la première fois on se prend plutôt le côté émotionnel du film et tout, et dans la deuxième fois on voit comment elle a fabriqué un peu ça, et c'est tout simplement prodigieux, ces allers-retours, comment on construit une mémoire, comment on construit des histoires en fait entre nous. C'est ça le sujet un peu profond de l'Aventura, qui, je le rappelle, est un film qui explique les vacances de Sophie et Jean-Phi, justement joué par Philippe Catherine, dont je vais parler tout à l'heure, et leurs deux enfants, qui sont Raoul, et je ne sais jamais le nom de la fille, Claudine, voilà, c'est ça, Claudine. Et ça raconte pas plus, si ce n'est que pendant leurs vacances, ils essayent de se rappeler de ce qu'ils ont fait pour en faire quelque chose plus tard. Donc en fait, on voit le processus de la création de ce film en direct, entre guillemets différé. C'est tout le process de Sophie Le Tourneur et c'est absolument abyssal d'intelligence en fait. Chaque point de montage, chaque phrase est assez intéressante tout en restant quelque chose d'assez léger et drôle, très drôle, il y a des moments très drôles. Et une captation du réel qui est très intéressante et très troublante. Donc voilà, gros plaisir à revoir l'Aventura, beaucoup plus je trouve que Voyage en Italie, son précédent. Celui-là il y a une faculté de revisionnage plus forte et voilà, j'ai envie de repasser un temps avec eux, de le revoir une troisième fois, donc attention, c'est du cinéma un peu particulier où on peut complètement passer à côté, mais c'est aussi ce genre de film qui, même quand on l'a pas aimé la première fois, il est bon de le revoir avec d'autres choses, un contexte, et de savoir où ça va permet peut-être d'un peu mieux voir quelle est l'intention de l'autrice derrière. Qui pue un peu la... Ça sent quoi? Ça sent le caca. Ça sent le caca. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un film qui est sorti le 31 décembre 2025, donc je n'ai pas pu le mettre dans les films de 2025 que j'ai pu vous présenter dans ma petite vidéo que je vais afficher quelque part par là. Et pourtant ça a été un film que j'ai trouvé très intéressant et assez cool. C'est Magellan de Lav Diaz. Je vous l'avais déjà un peu annoncé dans l'intro de la dernière vidéo que j'allais le rattraper, et en effet, je connais pas du tout ce cinéaste, mais je vois le travail qu'il a pu faire avec notamment des documentaires qui durent 8h, 16h, je sais même plus, un truc un peu aberrant comme ça sur l'histoire de la Philippine et qui a l'air assez intéressant à vivre, mais bon,
Autant vous dire que je vais pas poser une journée entière pour regarder ça. Donc j'étais assez intéressé par voir un film de cinéma de ce réalisateur qui est quand même assez réputé et qui a l'air d'avoir une démarche assez intéressante. Puisque Magellan raconte, comme son nom l'indique, les exploits de Magellan, son prétendu tour du monde, comment ça s'est fait, mais en fait, ça ne raconte pas ça, ça parle de la colonisation. Quelle était la colonisation à l'époque et quel était le rôle de Magellan au milieu de ça, en quelque sorte. Je résume très très brièvement parce que c'est quand même une proposition assez radicale que ce film-là, qui est un film qui est divisé en trois parties assez distinctes, où on voit la première partie où c'est l'expédition précédente du soi-disant tour du monde de Magellan et son retour en Europe. La deuxième partie, c'est tout le trajet en bateau sur le navire pour jusqu'à la première escale. Et la troisième partie, c'est donc cette escale-là, ce qui se passe et finalement la mort de Magellan. Et donc c'est un film qui est très didactique, un peu comme ça, qui, malgré qu'il dure quasiment 3 heures, semble être un espèce de résumé des travaux de Lav Diaz, de ce qu'il réfléchit par rapport au colonialisme et comment il explique toutes les facettes de cette épidémie qui s'est passée dans l'histoire de l'humanité à un certain moment, de comment certaines personnes ont imposé certaines croyances, certaines façons de voir la vie à d'autres et qu'il y a toute une histoire qui est tronquée en fait, mais de tous les côtés. C'est toute la subtilité justement de ce film qui arrive à condenser malgré tout, malgré le temps long qui est à l'intérieur, à condenser plein de thèses autour du colonialisme et du décolonialisme aussi. Et ça démarre tout de suite avec quelque chose qui peut complètement... Il y a une personne dans la salle qui est partie, parce qu'au bout de 45 minutes, le film n'avait pas tout à fait commencé encore, puisqu'on se retrouve à la fin d'une expédition, et qu'est-ce que c'est la fin d'une expédition d'Européens sur un territoire autre ? C'est la mort. C'est un champ de mort, il y a de la mort partout, il y a eu de grosses batailles, il y a des membres à droite et à gauche, des gens qui sont complètement traumatisés de ce qu'ils ont fait. Et surtout, le personnage pour lequel on est rentré dans la salle et qu'on veut voir l'histoire, Magellan, ne fait pas partie du cadre, il est toujours dans un coin ou très loin. Et d'ailleurs, la mort, elle, se cache dans tous les recoins de l'écran. Quand tu as des compositions de plans qui durent plusieurs minutes, tu remarques pas un détail qui est sur un côté et ça te laisse le temps que le regard se balade pour déjà avoir une intention de réalisation de la part de Lav Diaz, de dire on regarde parfois au mauvais endroit, on regarde pas les coins de l'histoire. Donc voilà, c'est un film qui est assez éprouvant, qui est assez dur, notamment dans sa deuxième partie aussi qui se passe sur le navire, qui là pour le coup, alors que la première partie te demander de regarder à droite et à gauche pour mieux comprendre ce que tu es en train de regarder alors qu'il te manque plein d'éléments, tu prends tous les détails pour essayer de comprendre ce que tu es en train de regarder. Dans la deuxième partie, ça se concentre de petit à petit que sur les visages qui sont dans l'ombre, sans horizon, un truc assez horrible pour dire un peu que l'enfer c'est les autres en quelque sorte. Et la troisième partie qui est la confrontation totale entre deux facettes distinctes de l'humanité, on va dire, en quelque sorte. Je résume très rapidement parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour analyser ce film-là. Je pense que c'est un film assez important, bien que c'est au-delà du j'aime pas, c'est surtout une espèce de proposition moi que j'ai trouvé vraiment salutaire, vraiment très intéressante et qui méritait d'aller voir au cinéma. Je pense pas que c'est si facile que ça de le regarder dans un autre contexte. La photo est magnifique, ça c'est indéniable, vous pouvez le voir dans la bande-annonce notamment, mais ça fait pas tout. Le discours derrière est un discours qui est très mature, mais en même temps pas fermé du tout. C'est pas un film qui va vous donner les clés de quoi que ce soit, mais par contre, il observe les bonnes choses au bon endroit et donne au spectateur en tout cas le questionnement qu'il doit y avoir par rapport à ces questions-là. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. C'était en tout cas une expérience très intéressante qui moi m'a plu, mais qui peut être aussi un peu rebutante pour d'autres. Magellan, moi je le mettrais, si je l'avais vu au bon moment, je l'aurais mis dans les top films de 2025. C'est intéressant, c'est très intéressant comme film. Et n'hésitez pas, si le film vous intéresse, d'aller écouter d'autres personnes, d'aller lire des choses dessus, parce que c'est vraiment intéressant le travail qu'il a fait là-dedans, et l'angle est vraiment aussi un peu assez désarçonnant et qui fait que du coup difficile d'avoir un avis dessus très tranché. Pour ma part, j'ai juste trouvé ça différent, intéressant et très immersif en quelque sorte.
Alors là, je vais vous parler d'un film que j'attendais depuis un moment. Alors je l'attendais pour diverses raisons. C'est Dreaming Wild de Bill Pollard. Je l'attendais parce que c'est le film de Bill Pollard qui suit Love and Mercy, qui était le biopic sur Brian Wilson et les Beach Boys, qui était un des meilleurs films dans sa catégorie. Dreaming Wild, c'était le film qui était annoncé après ce film-là, qui était déjà très impressionnant. Et j'ai attendu longtemps parce que, en fait, le film est sorti, c'est un de ces films, en fait, de Covid. C'est-à-dire qu'il a été tourné et distribué dans cette période un peu floue, notamment pour le cinéma, qui fait que c'est même pas sorti en France. Et aux États-Unis, je crois qu'il est sorti, mais de manière un peu bazardée, quoi. Et en France, moi, j'attendais qu'il y ait une VOD ou qu'il y ait même une sortie salle minime pour le voir, quoi. Or, c'est jamais arrivé, donc je me suis démerdé, parce que là, ça fait depuis 2022 que j'attends en fait ce film, donc je me suis démerdé, j'ai trouvé. Dreaming Wild est encore une fois une sorte de biopic qui raconte l'histoire de Joe et Donnie Emerson, qui sont deux frères qui, durant les années 70, ont autoproduit un album de composition personnelle et qui est sorti un peu de manière indépendante et qui n'a pas eu de succès. Donc, c'est l'histoire de comment, du jour au lendemain, ces deux gars qui se sont construits d'une autre façon que dans des envies de rock et de fame, se retrouvent avec un producteur qui arrive et qui dit « Ce que vous avez fait quand vous aviez 17 ans, c'est de l'or en barre et on va le sortir cet album et vous allez être célèbre, quoi. » En quelque sorte. Voilà, moi je m'attendais à, donc du coup, encore une fois, un angle un peu différent pour raconter qu'est-ce que c'est que de faire un album rock. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un film qui m'a profondément touché. Ça fait partie de ces films, quand on dit l'expression « ce film m'a regardé », je l'ai ressenti avec ce film-là. C'est ce genre de film qui va pas parler à ce point, en tout cas à une grande majorité, mais qui, dans mon cas à moi, et c'est le cas pour d'autres films avec d'autres personnes, bah oui, il y a eu une espèce d'expérience mystique assez folle, en fait, où j'étais profondément ému, mais de la seconde 1 à la dernière seconde, quoi. C'était une déflagration, mais pas du tout mauvaise, hein. C'était un bonheur total d'être en accord, on va dire, d'énergie avec un objet, quoi. Je dis tout ça parce que ça fait partie de pourquoi on aime tant le cinéma, pourquoi la cinéphilie elle existe. C'est qu'il y a ces rapports-là, et c'est pas forcément avec des films qui sont réputés pour être du grand cinéma. Donc c'est un film qui est très doux, qui est très positif, qui est très intéressant sur la question de confiance, de croyance aussi. D'ailleurs, j'avais un peu peur au début du film. Je dis que j'étais relié avec le film depuis la première seconde. Il y a eu des petits moments de peur parce que tout d'un coup, on voit les parents qui prient et tout. Je me suis dit, oh là là, ça va être un film américain pro-religion à fond et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que ça, c'est la croyance des parents. Et d'ailleurs, le personnage principal est un peu athée en quelque sorte. Mais il a un peu atteint le divin avec cette musique-là qu'il a enregistrée. Et du coup, c'est une espèce de film d'enquête comme ça, et en même temps de film qui montre un personnage qui a un jour eu la grâce et qui n'en a pas le remords, mais par contre qui essaie de comprendre pourquoi ça touche les gens, quoi, entre guillemets, et qui doit échapper à ses démons personnels aussi et compagnie. Non, vraiment, c'est très très beau. C'est un film très inspirant, qui parle d'humilité, qui parle de fais ton truc sur Terre et tu seras forcément heureux. Et encore une fois, Bill Pollard a fait un film totalement véritable sur ce qu'est la musique, quoi. Ce qui est vraiment la musique, le fait d'en faire, le fait d'en écouter aussi. Je vous conseille d'écouter Donnie et Joe Emerson, et notamment la chanson Baby. C'est improbable que des gamins vraiment du milieu de nulle part aient fait ce truc-là, qui est complètement vaporeux, qui est connecté à quelque chose vraiment, et qui marche encore aujourd'hui. Et c'est ça que le film essaye de rendre. Il essaye de rendre hommage à ce truc-là, quoi, qui est un truc qui échappe à tous les schémas qu'on peut faire dans ces films-là, mais aussi entre nous, dans la société, vraiment de storytelling beaucoup trop fantasmé, en fait, de l'artistique. Et donc ça se retrouve dans la mise en scène, dans sa mise en scène qui est très dans un flow, comme ça, comme à l'image de la musique qui est à l'intérieur. Et petit à petit, voilà, il nous fait traverser toute cette humanité, et c'est trop beau, c'est trop beau. Je sais pas si j'en parle super bien, c'est-à-dire que le film maintenant il est vraiment en moi, et j'ai du mal à donner envie, mais allez le regarder, je pourrais en parler des heures, je sais pas si ça donne vraiment envie comme ça, mais voilà. Dreaming Wild de Bill Pollard, film important.
Film important pour qui aime la musique, qui aime la pop des années 70, pour qui est un peu musicien aussi, je pense. Je suis parti en coup sur Dream Way là. This album is unbelievable. No, really, it's amazing, truly. It really just blew my mind. Oh, that's nice, Matt. Thank you. Oh, I'm not being nice. I'm telling you, this album knocked me out. It knocked me out. I never. Le documentaire que j'ai vu le mois dernier aussi sur OCS aussi je crois, c'est Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque. J'ai vu ce documentaire parce que j'avais adoré À l'abordage, que je vous conseille vivement, qui est le film précédent de Guillaume Braque, qui était une sorte de fiction documentaire, un mélange assez détonnant qui était très 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 rafraîchissant et hyper cool, un film vraiment d'une vibe qui est super intéressante à habiter. Donc j'étais assez intrigué à regarder la suite de sa filmographie avec Ce n'est qu'un au revoir, qui s'attarde encore une fois sur l'adolescence en quelque sorte, la fin de l'adolescence, puisque dans À l'abordage on suivait 3 jeunes qui allaient au camping dans le sud de la France avec la débrouille et tout ça pour suivre une nana. Là on suit un lycée dans une petite bourgade au milieu de nulle part, vers Grenoble et tout ça, où il y a des jeunes qui sont un peu différents des jeunes qu'on montre habituellement au cinéma, lycéens, que citadins ou quoi. Là on est entre la ruralité et un truc très alternatif, et donc Guillaume Braque les suit durant leur dernière année, donc au moment du bac, où avec les codes qui se sont construits au fur et à mesure par rapport à leur environnement et la manière dont ils se sont liés, parce que c'est tous des internes, comment ils vont aborder leur futur probable, avec un peu ce qu'ils craignent, ce qu'ils veulent quitter, ce qu'ils ne veulent pas quitter, qu'est-ce qu'ils vont essayer de garder comme lien après tout ça. J'ai été un peu moins enthousiaste à travers ce documentaire-là que pour À l'abordage, même si il y a un regard de Guillaume Braque qui est quand même très juste, qui n'est jamais intrusif, qui essaye d'être au plus près de la vérité de ces jeunes-là. Même si, après, est-ce que c'est le film qui veut montrer ça aussi ? Il y a 2-3 discours, 2-3 postures de ces jeunes-là qui montrent qu'ils sont au fait du fait qu'ils vont être représentés dans ce film-là. Donc il y a 2-3 trucs qui sont un peu artificiels, mais est-ce que c'est l'âge aussi qui veut pas ça un petit peu aussi ? Et finalement, j'ai trouvé ça un poil pas assez fouillé. En tout cas, ça promettait des choses beaucoup plus profondes qui finalement n'émergent pas, et finalement, il y a peu de choses qui se passent, quoi, je trouve, dans ce film. Et peu de personnalités auxquelles je me suis attaché véritablement. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, c'est quand même assez cool à voir. Donc voilà, Ce n'est qu'un au revoir, un peu déçu en vrai. Je vais vous parler comment la littérature jeunesse permet-elle participe-t-elle à la construction de l'enfant ? Bien, intéressant. Et pour finir, je vais vous parler d'une émission de télé qui est tellement fort en termes de réalisation et de montage que je trouve que ça se hisse même au-delà de certaines choses qui sont notées comme fiction. C'est Le Loup-garou, créé par Panayotis Pasco et Fari, et que je sais plus qui c'est qui le réalise, mais je crois qu'ils sont 2-3 réalisateurs derrière ça, qui, encore une fois, parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo de cette sorte-là, a dépassé mes attentes de suspense, de drôlerie aussi, qu'est-ce que c'est drôle, et qui était vraiment un petit bijou télévisuel comme on en voit rarement et qu'on n'en voit pas ailleurs. C'est vraiment là, moi je suis content d'avoir ce truc-là que ne connaissent pas d'autres gens dans le monde, parce que c'est vraiment incroyable. Si vous ne connaissez pas le pitch de cette émission-là, c'est de jouer au loup-garou, le fameux loup-garou qu'on connaît tous, mais cette fois-ci avec un casting de gens qui sont potentiellement des experts pour jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a, on a des psychologues de meurtriers, les Mindhunters, on a des négociateurs du GIGN, on a des ingénieurs de la NASA, on a un réalisateur, on a Jean-Baptiste Durand qui est dedans, le réalisateur de Chien de la Casse, et acteur dans Miséricorde de Alain Guiraudie. Bref, on a tout un casting comme ça de gens qui sont en tout cas très forts dans la stratégie, dans la lecture de l'humanité aussi et tout ça, donc ça fait des trucs démentiels, beaucoup plus démentiels que vous ne pouvez le penser, et tout ça c'est mis en forme
et en images de manière, mais je vois pas d'équivalent. C'est vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion, essayez de choper ça. C'est vraiment très très plaisant à suivre. C'était très dur d'attendre chaque semaine un nouvel épisode tellement le suspense est à son comble à chaque fin d'épisode. Mais voilà, je vous conseille toujours Le Loup-garou. C'est génial. Et voilà, c'est la fin de ce bilan du mois de janvier 2026 des films, documentaires et séries que j'ai pu voir. J'espère que vous avez 2-3 petites choses que vous avez envie d'aller regarder tout de suite après cette vidéo, ou alors des pistes d'analyse, comme je le disais en intro, pour mieux comprendre peut-être quelque chose que vous avez vu ou avoir un autre avis. On se retrouve assez rapidement pour parler des sorties du mois de mars, puisque maintenant je fais ces petites vidéos là qui sont des trucs très rapides que je fais un peu comme ça. D'ailleurs vous me l'avez bien fait noter, je l'ai tellement fait de manière spontanée que j'ai fait une erreur, mais elle est là l'erreur quoi, sur l'acteur qui joue dans Aucun autre choix. Je vous laisserai regarder ça pour ceux qui l'ont pas vu, à quel point je me plante, c'est magnifique. Il devrait y avoir d'autres petites choses aussi qui vont arriver, je préfère pas en dire plus, c'est pas grandiose, mais je suis en train de petit à petit faire évoluer un peu les choses. En tout cas, merci d'être toujours là au rendez-vous, merci de mettre des likes, merci de continuer à faire des commentaires, c'est très très important pour que les vidéos fonctionnent, on va dire, soit en tout cas recommandées à des gens à qui ça pourrait intéresser, parce que c'est ça le jeu de YouTube, c'est que t'as beau faire un truc intéressant, s'il n'y a pas assez d'interaction et de choses comme ça dans les premières heures, voire les premiers jours, difficile pour celui à qui ça intéresserait de voir passer la vidéo en quelque sorte. C'est un peu compliqué. Et puis sinon, on se retrouvera le mois prochain pour le bilan du mois de février avec des petites choses quand même assez intéressantes. Et sur ce, je vous dis ciao Internet. Allez hop, je crois que j'ai tout fait.